Bonsoir et bienvenue pour ce premier retour sur enquête de notre Mediapart Live à propos de l'escalade des tensions entre États-Unis et Iran. J'y viens avec deux invités. À ma droite, Robin Beaumont, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur en sciences politiques auprès du collectif de chercheurs Noria, avec qui Mediapart travaille de temps en temps, et puis vous êtes rattaché à l'EHESS. Et puis à ma gauche, Azadeh Kian, bonjour. Vous êtes professeur de sociologie à l'université Paris Diderot. Paris. Paris, oui. Voilà. Et vous étiez intervenu déjà dans un précédent live. C'était déjà un moment de contestation populaire en Iran. On va y revenir. Alors pour le contexte, le 3 janvier 2020, les États-Unis ont donc éliminé Qassem Soleimani, qui était un général, un membre très important du régime iranien, en compagnie de son lieutenant irakien Abu Mahdi al-Mohandes. Et tout de suite, les craintes se sont exprimées à travers les pays, à travers la planète, de l'éclatement d'une guerre régionale et de l'étouffement également des contestations populaires qu'on a déjà chroniquées dans Mediapart, dans un contexte surdéterminé par le jeu des puissances. Et donc, on va faire le point sur la situation telle qu'elle est aujourd'hui avec vous deux. D'abord, peut-être un petit point de pédagogie un peu bref pour ceux qui n'ont pas suivi les précédents épisodes. On ne va pas tout rappeler, mais peut-être simplement expliquer l'importance de ces deux personnages qui ont été éliminés par les États-Unis. Pourquoi tout d'un coup tout le monde s'est affolé au moment de leur élimination? Peut-être on commence avec vous, Azad. Je peux vous expliquer l'importance de Rassem Soleimani. Donc, le général Rassem Soleimani, qui était depuis 22 ans à la tête de l'armée Al-Quds, la branche extérieure des gardiens de la Révolution. C'est cette branche extérieure qui opère au niveau régional. À la fois, par exemple, ils sont allés en Syrie pour soutenir le régime de Bachar al-Assad. Depuis 2011, ils sont là. Même, bien sûr, en Irak. Donc, Rassem Soleimani avait aussi tissé des liens très étroits avec les chefs de Hezbollah libanais et également avec les personnalités, à la fois les milices irakiennes, pro-iraniennes, mais également avec les hommes politiques irakiens et également, bien sûr, les Syriens et les autres. Donc, de ce fait, et contrairement à ce que l'ai dit, effectivement, il n'est pas le numéro 2 du régime, mais c'était quelqu'un de très important et effectivement aussi pourvu d'un charisme. Il était devenu aussi très populaire à un moment lorsque il a réussi à se battre contre Daesh avec les Kurdes en Irak et avec les chiites. Et donc, il a gagné en popularité en Iran à ce moment-là aussi, puisque beaucoup d'Iraniens disaient que c'est grâce à lui, ses interventions, que Daesh n'a pas pu passer la frontière irako-iranienne et venir en Iran semer la terreur et le chaos. Alors, Robin Beaumont, il y avait une autre victime de cette opération états-unienne dont on a beaucoup moins commenté la disparition, et pour autant, elle est également d'importance. Alors même que sa mort est en fait peut-être encore plus significative pour l'Irak que celle de Rassem Soleimani. Donc c'est Abu Mahdi al-Mohandes. Pour le dire très rapidement, si Rassem Soleimani était l'architecte de l'influence de la République islamique d'Iran dans la région, à travers un réseau de clientèle politico-milicienne, pour le dire très rapidement, Abu Mahdi al-Mohandes, lui, était le maître d'œuvre de cette politique d'influence précisément en Irak. C'est-à-dire que c'était officiellement le numéro 2, en réalité le véritable leader et le véritable coordinateur de ce qu'on appelle la mobilisation populaire. La mobilisation populaire, c'est cet ensemble de groupes miliciens qui prend ce nom de mobilisation populaire à partir de 2014 pour combattre l'État islamique. Et c'est véritablement Abu Mahdi al-Mohandes qui lui-même dirigeait une milice qui s'appelle Kateb Hezbollah, celle qui a fait un petit peu la une ces derniers temps, qui assurait à la fois la coordination logistique, la fluidité de la chaîne de commandement entre toutes ces milices qui, par ailleurs, composent un paysage extrêmement disparate, Ouais, on va y revenir qui assurait un petit peu du liant aussi par son charisme personnel. Et c'est en ce sens qu'il sera sans doute beaucoup plus difficile à remplacer dans cette mission-là que Rassem Soleimani. Alors, je le disais en introduction, au moment où on a appris cette opération donc, des États-Unis, qui a été d'ailleurs assumée publiquement, explicitement par Donald Trump, c'est ce qui a donné aussi cet aspect transgression, il y a eu beaucoup d'inquiétudes sur ce fameux risque d'escalade guerrière dans la région.
Bon, alors, on va être prudent, on est encore à quelques jours seulement de cette actualité, mais au moment où on se parle, a priori, ce risque d'escalade a été pour l'instant contenu. Est-ce que ça vous a surpris? Première question. Et deuxièmement, si on reste dans cette situation, est-ce que ça ne veut pas dire que ce risque, que le risque qu'a pris Trump n'était pas plus calculé qu'on ne l'a dit? Parce qu'on a dit souvent, parfois, que c'était une décision totalement folle, inconséquente, et venant de Trump, ça ne surprend pas beaucoup. Mais voilà, est-ce que finalement, ce n'est pas un risque plus calculé? Non, je ne le pense pas. Bon, écoutez, on savait que les Iraniens allaient venger l'assassinat de général Soleimani, ça c'était évident. On ne savait pas quand. En fait, c'était le moment qui n'était pas très clair, d'autant qu'en Iran, ce n'est pas une personne qui prend des décisions. Il y a tout un ensemble aussi d'institutions, d'instances qui se consultent. Mais finalement, effectivement, les Iraniens savent très bien qui sont encerclés par l'armée américaine dans la région. Il faut juste montrer et savoir que les Américains sont partout dans la région. Et donc, les Iraniens ne pouvaient pas non plus prendre un risque démesuré, mais ils voulaient quand même montrer leur force de frappe, en même temps que le gouvernement irakien... Ça a été de bombarder voilà, pour dire, des bases américaines. Des bases américaines, ils avaient prévenu le gouvernement irakien, les autorités irakiennes, de ces frappes, qui a permis aux États-Unis et aux autres de se mettre à l'abri. Et il n'y a pas eu de victimes humaines? Non, parce qu'ils ne voulaient pas faire des victimes. Ils voulaient juste montrer qu'ils ont la possibilité, avec leurs missiles balistiques, d'attaquer les Américains. Et là, c'est fait avec, si vous voulez, sans qu'il y ait des morts américains, d'une part. D'autre part, ils ont tiré leurs missiles depuis le sol iranien, contrairement aux Américains qui ont... leur drone a été lancé depuis le sol irakien. Donc, c'est la raison pour laquelle le Parlement irakien, et c'est là aussi la réussite de l'Iran, je pense, le Parlement irakien, suite à l'assassinat de Soleimani, a voté pour que l'armée américaine quitte l'Irak. C'est déjà un succès pour les Iraniens, parce que les Iraniens souhaitent que les États-Unis quittent la région, à commencer par l'Irak. Bon, maintenant, depuis le vote du Parlement irakien, l'armée américaine est considérée comme une force d'occupation et non plus une armée invitée par le gouvernement irakien. Un vote qui, si j'ai bien compris, est plutôt une révolution qui n'a pas vraiment de force contraignante pour l'instant. Non, c'est symbolique, bien évidemment, mais c'est important. C'est important, c'est symbolique. Et d'ailleurs, le gouvernement irakien, par la suite, a porté plainte auprès de l'ONU en disant le Parlement a voté. Alors, on sait que les Kurdes n'ont pas voté, on sait que les sunnites n'ont pas voté, mais il y a une coalition chiite. Alors, c'est intéressant parce que Muqtada al-Sadr, dont la coalition est majoritaire au Parlement irakien, s'était distancié avec le régime islamique d'Iran et avait adhéré à un nationalisme irakien. Mais après l'assassinat de Soleimani, il a été contraint de voter comme les autres pour demander la sortie le départ des forces Américains. Armées états-uniennes. Robin Beaumont. Concernant le vote du Parlement irakien, je souscris totalement à ce que vient de dire Azadekian. Je préciserai simplement que quand on dit que c'est un vote qui est non contraignant, en réalité, c'est que ce qu'a fait le Parlement, c'est qu'il n'a pas voté une loi, il a voté ce qu'on appelle une décision. Or, cette décision, elle n'a aucun statut juridique, ni dans la Constitution, ni dans les règlements intérieurs au Parlement irakien. Donc, on ne sait pas vraiment exactement le statut de cette décision. Ce qu'on sait en revanche, c'est que les États-Unis ont très clairement manifesté leur velléité de rester en Irak. Et on connaît aussi les moyens considérables qu'ils ont pour maintenir leur présence. Moyens politiques, moyens militaires évidemment, moyens économiques aussi. Simplement 2 exemples. Vous savez peut-être que l'ensemble des revenus tirés par l'État irakien de l'exploitation de ses ressources en hydrocarbures sont déposés sur un compte d'une banque de la Réserve fédérale américaine à New York. Et Donald Trump a déjà manifesté qu'il était prêt à geler les avoirs de ce compte, ce qui évidemment aurait des effets considérables, non seulement sur l'économie irakienne, mais sur la valeur même du dinar irakien. Et second exemple, l'Irak, en dépit de ses propres ressources, est extrêmement dépendant de l'Iran, notamment pour importer son énergie. Ce qui implique, depuis le nouveau régime de sanctions
contre l'Iran en 2018, d'obtenir de la part des États-Unis pour l'Irak une dispense ou une dérogation, si vous voulez, au régime de sanctions. Cette dérogation, elle est renouvelée par les États-Unis, négociée et renouvelée à intervalles réguliers, en quelques mois, et celle qui court en ce moment, elle prend fin là dans quelques semaines, je ne sais plus quand exactement, en février. Autrement dit, là, dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, les Irakiens vont devoir à nouveau négocier avec les États-Unis le droit de déroger au régime de sanctions pour continuer à commercer avec l'Iran, ce qui donne évidemment aux États-Unis une marge de manœuvre considérable. Oui, un levier très fort pour continuer à imposer leur présence. Je reste avec vous, Rob, un moment sur l'autre aspect que je voulais évoquer avec vous, qui était un peu l'inquiétude du coup qui a pesé chez tous ceux qui se réjouissaient des soulèvements populaires, des contestations populaires qu'il y avait dans les deux pays. Et là, justement, on voit ces derniers jours que ces contestations ont repris, notamment en Irak, à Bagdad, dans les villes du sud chiite. Est-ce qu'elles ont repris avec la même ampleur et avec les mêmes slogans aussi qui, c'est assez remarquable, étaient souvent transconfessionnels, c'est-à-dire par-delà les différences de confession, et qui pointaient le fait de garder l'Irak souverain et de faire en sorte que ce ne soit pas l'Iran qui ne fasse que tirer les ficelles. Alors effectivement, donc pour rappeler simplement à vos téléspectateurs et téléspectatrices, l'Irak connaît depuis octobre, alors je crois qu'on a passé le 100e jour il y a quelques jours là, une manifestation d'une ampleur sans précédent, même si elle s'inscrit dans un mouvement contestataire qui remonte au moins en fait à 2011. Ouais, il y avait eu des précédents. Oui, et puis en 2015, 2018. Mais un mouvement sans précédent, et notamment sans précédent du fait de l'ampleur de la répression. On est aujourd'hui à près de 700 morts, à plus de 20 000 blessés, qui sont notamment le fait de forces de sécurité et notamment de milices. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Depuis 2 semaines, ces manifestants ont eu l'intelligence de tenir une ligne qui ne verse ni dans l'ingérence ou l'influence iranienne, ni américaine. Parce que l'Irak, depuis 2003, il faut le redire, est le théâtre d'expression, d'influence de 2 impérialismes concurrents. Et donc, les manifestants tiennent cette ligne-là, qui est extrêmement difficile à tenir, et d'autant plus difficile à le tenir que depuis la frappe américaine, depuis le 3 janvier, l'une des conséquences de ces frappes pour ce qui concerne l'Irak, c'est une réorganisation, une reconfiguration de la scène politique chiite irakienne qui penche de plus en plus qui tend de plus en plus à s'unifier du côté iranien. Et du coup à criminaliser et à dénoncer les mouvements de protestation. Donc vendredi dernier, les manifestations se sont poursuivies. Elles étaient impressionnantes, elles étaient cependant d'une ampleur un peu moindre. Mais il est toujours à craindre que, je vous ai transmis une photo, je ne sais pas si on peut la mettre à l'écran, mais en l'occurrence, là, il y a 2 jours, Moqtada Sadr, qui est l'un des plus importants acteurs politiques, c'est un Sayyid, donc c'est celui qui porte le turban noir. Moqtada Sadr, qui est l'un des acteurs politiques chiites les plus importants en Irak aujourd'hui, a réussi à rassembler autour de lui un certain nombre de grands dirigeants, leaders politico-miliciens avec lesquels il a par ailleurs de très grandes rivalités depuis des années. C'est ce qu'on voyait à ses côtés. Exactement. Et cette image, elle est frappante parce que c'est la première fois que cet axe de la résistance, comme il se présente, fait montre d'une telle union et a appelé, et ils se sont tous rangés derrière Moqtada Sadr, a appelé à ce qu'ils appellent le Mudahara al-Milloniya, la manifestation millionnaire, une manifestation qui rassemble 1 million de personnes et qui donc a vocation non seulement pour Moqtada Sadr à rassembler cet axe de la résistance derrière lui et à réunifier la scène politique chiite qui jusqu'à présent commençait à se fragmenter un petit peu dans sa réponse aux manifestations, et aussi à faire passer au second plan les revendications du mouvement protestataire en Irak qui vise la classe politique et qui intègre Moqtada Sadr à la classe politique contestée. Azadeh Kian, je me tourne vers vous parce qu'en Iran aussi, alors pour le rappeler très brièvement, il y a eu toute une affaire autour d'un vol de ligne qui partait d'Ukraine, qui a donc été voilà, qui a été qui a été détruit en fait par les Iraniens. Il y a eu un mensonge d'État sur ce sujet. Et depuis, on a vu
les contestations ressurgir sous des formes d'ailleurs assez novatrices. Il y a des présentateurs télé qui ont posé leur démission. On a vu des contestations étudiantes aussi dans ce contexte-là qui ont repris. Est-ce que ça vous a surpris, étant donné l'ampleur, pour le coup, de la contestation qui avait fait de très nombreux morts également, très peu de temps avant? Tout à fait. Ben, écoutez, en novembre 2019, des milliers de jeunes Iraniens issus des classes populaires et classes moyennes ont pris les rues de plus de 108 villes d'Iran pour protester contre le pouvoir à la fois politique, idéologique, religieux et aussi bien sûr avec des revendications sociales, économiques. Il y a eu plusieurs centaines de tués et selon certaines estimations même 1500. Une répression féroce. Suite à ça, il y a eu donc quelques temps plus tard, 2 mois plus tard à peine, l'assassinat de Soleimani qui a de nouveau cette fois-ci, les gens plutôt pro-régime qui ont commémoré son martyre, comme on dit en Iran, pays chiite. Mais parmi les gens qui ont été dans les processions, se trouvaient aussi des personnes qui n'étaient pas du tout pro-régime, mais qui respectaient Rassem Soleimani. Dont certains avaient même peut-être participé à la contestation précédente. Selon certains d'entre eux, ils l'ont dit, avaient aussi participé aux émeutes de novembre. Alors cette fois-ci, après le crash de l'avion ukrainienne, dans lequel, il faut le rappeler, se trouvaient plus de 140 Iraniens ou Irano-Canadiens, ou etc., des Afghans, il y avait des Suédois, etc. Donc les gardiens de la Révolution avaient tiré un missile, voire peut-être même 2, par erreur, mais ils n'ont pas reconnu leur erreur publiquement. Ils ont mis 3 jours avant de le reconnaître, alors même qu'un commandant des gardiens de la Révolution l'a déclaré. Il a dit, je le savais dès le départ, que c'était une erreur de missile. Le président iranien, un conservateur modéré, a dit publiquement, a déclaré publiquement l'avoir reçu l'information que le vendredi, c'est-à-dire 2 jours plus tard, ce qui montre un peu la situation, je dirais, chaotique, les luttes entre factions, entre les gardiens de la Révolution, le président Rouhani, Khomeini. Alors donc, les gens qui sont dans la rue, effectivement, sont plutôt, comme vous l'avez dit, des étudiants. C'est une élite aussi culturelle, des cinéastes, des artistes qui ont refusé, par exemple. C'est important de souligner, ce n'est pas tout à fait le même profil que les émeutes de novembre que vous avez évoquées. Ce n'est pas du tout le même profil. Du coup, ce n'est pas les mêmes nécessairement revendications, puisque ce qu'on entend chanter, et ça rejoint les Irakiens actuels, c'est-à-dire qu'ils ont pris leur distance à la fois avec le pouvoir iranien, mais également américain. Et dans leur déclaration, on le voit clairement, ils ne veulent ni l'impérialisme américain, ni le pouvoir des mollahs, ni d'ailleurs la dictature monarchiste, etc. Donc en fait, je pense que ce sont les gens plutôt qui font partie de l'élite culturelle de ce pays, puis les cinéastes, les artistes qui ont des revendications pour responsabiliser en fait essentiellement les responsables de ce pays. Il y en a qui ont demandé la démission du guide. Il y en a qui demandent à ce qu'il ne suffit pas de venir s'excuser 3 jours, 4 jours plus tard pour ces erreurs, mais il faut qu'il soit traduit devant la justice et puni. Et pas les petits soldats, parce que pour le moment, visiblement, ils n'ont arrêté que quelques gradés des gardiens de la Révolution. Non, les gens demandent, si j'ose dire, la tête de quelques commandants des gardiens de la Révolution et aussi la démilitarisation de la politique en Iran. Les gardiens de la Révolution ont leur main mise sur une bonne partie de la richesse nationale et bien évidemment militaire, et en même temps, et de plus en plus, ils ont militarisé la politique, ils ont aussi le contrôle sur ce qui se passe et doit se passer à la fois à l'échelle interne et régionale. Et donc les Iraniens, enfin ceux qui sont dans la rue en tout cas, contestent cette militarisation et demandent à ce que les gardiens de la Révolution rentrent dans leur caserne et se contentent de faire ce que la constitution de ce même régime leur demande de faire, c'est-à-dire veiller à la sûreté du territoire. Pour aller dans votre sens sur le fait que ce sont des élites culturelles qui s'élèvent contre ce qui se passe, on a vu aussi un mouvement d'avocats qui ont été empêchés en masse de se présenter, parce qu'il faut dire qu'il y a des élections législatives le mois prochain, hein, c'est ça ? Février-mars. Voilà, dans le pays.
Et donc, ils ont été tout simplement barrés au moment de pouvoir Verrouillage s'inscrire. de champ politique. Voilà. Et non seulement les avocats, mais ce qui est encore plus intéressant, ça montre en fait où on en est dans ce pays, c'est que 90 parmi les parlementaires actuels, 90 n'ont pas été habilités à se candidater pour les prochaines législatives. Pour poursuivre leur mandat, quoi. Donc, Et voilà, il y a déjà. absolument. C'est un certain nombre de réformistes, puis d'autres. Tous ceux qui n'ont pas obéi à la lettre aux ordres du guide, par exemple, ne sont pas habilités. Donc ça montre le Parlement que les Iraniens risquent d'avoir, d'autant que les électeurs sont tellement mécontents et désillusionnés, surtout les électeurs réformistes et conservateurs modérés, que ça m'étonnerait fort qu'ils se rendent de nouveau aux urnes. Pour faire quoi? Le Parlement n'a aucun pouvoir en Iran. Alors justement, j'aimerais qu'on aborde un dernier chapitre avec vous pour aller plus loin. Vous avez déjà commencé à le faire, mais sur les rapports de force politiques internes à chaque société. Robin Beaumont, tout à l'heure, vous nous avez expliqué qu'au fond, le champ chiite irakien était en train de s'unifier. Bon gré mal gré, en tout cas qu'il y avait des pressions à cette unification, et plutôt du côté de ceux qui sont vraiment pro-Iran. Donc ça veut dire qu'en fait, déjà, il y a une diversité à l'origine beaucoup plus grande politiquement, et j'aimerais que vous nous expliquiez d'abord les sources de cette diversité, et ce que vous avez appelé dans un récent papier qu'on a publié à Mediapart de notre collègue Jean-Pierre Perrin, ce que vous avez appelé l'irakisation de ces milices, parce qu'il ne suffit pas de dire qu'elles sont pro-Iran, elles sont aussi irakiennes. C'est bien ça qui fait la complexité de la situation pour un regard extérieur. Oui, alors si vous voulez, ce qu'on appelle la mobilisation populaire, qui est ce terme, cette institution qui rassemble un ensemble de milices, elle rassemble donc une cinquantaine de groupes miliciens, politico-miliciens, ce qui est environ, disons, 120 000 combattants. 120 000 combattants. Donc évidemment, ça couvre une très grande diversité. Alors, il est d'usage d'identifier un pôle plutôt pro-iranien et un pôle plutôt nationaliste irakien. Alors moi, je me méfie un petit peu de cette distinction. Il y a effectivement un gradient, mais en fait, on se rend compte que la plupart, enfin toutes ces milices, ont choisi à un moment ou à un autre le parrainage iranien, ont des liens parfois interpersonnels, parce que ce sont souvent des gens qui étaient en exil en Iran lorsqu'ils étaient en opposition à Saddam Hussein à partir des années 80. Et donc, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est l'articulation entre ces parrainages ou ces liens avec l'Iran et ce discours nationaliste irakien. En fait, c'est très simple. Il suffit de considérer que l'idéologie n'est qu'un élément parmi d'autres qui explique la formation de ces milices. Ces milices, même celles qui ont fait allégeance au modèle idéologique iranien de la Wilayat al-Faqih, même celles-là... Expliquer ce que c'est. Alors, la Wilayat al-Faqih, c'est l'idéologie khoméniste qui pose l'autorité suprême pour le dire très vite, du clerc. Pour le dire très très vite. Voilà, du religieux chiite, pour le dire très vite. Et donc, même parmi ces milices, celles qui font allégeance à ce modèle idéologique-là et qui considèrent que leur autorité suprême, c'est le guide suprême iranien, même celles-là mobilisent un discours nationaliste irakien. Pourquoi? Parce qu'au-delà de l'idéologie, qui en fait, Wilayat al-Faqih, c'est un mot parmi d'autres, elle dit mais ce n'est pas des grands intellectuels, ils n'y mettent pas beaucoup de substance idéologique. C'est avant tout des acteurs politiques, ces milices, qui ont des pratiques extrêmement pragmatiques et qui, à partir de 2003 et dans les années qui ont suivi, sont allés chercher le parrainage, les ressources militaires, financières, économiques de celui qui voulait bien les leur donner. En l'occurrence, c'était l'Iran. Et ça ne les empêche pas, par ailleurs, de mobiliser un discours, plus ou moins selon les cas, de mobiliser la référence nationale irakienne. Parce que tout simplement, c'est ce qui marche électoralement en Irak. On ne gagne pas des élections en Irak en disant Wali al-Faqih, Khamenei. Alors ça, effectivement, c'est... D'autant qu'il y a Sistani. Pardon? D'autant qu'il y a Sistani. Il faut expliquer qui est Sistani. Alors Sistani, c'est la plus haute autorité religieuse chiite en Irak. Alors du coup, j'en profite pour développer un peu là-dessus. On a l'habitude d'opposer un peu schématiquement un chiisme iranien politiste, activiste, et un chiisme irakien, incarné par Sistani et par d'autres, plus quiétiste.
Je crois qu'il faut là qui se mêlerait moins de la politique. En vérité, Sistani fait de la politique tous les jours. Simplement, il le fait de façon beaucoup plus... Parce qu'il est d'origine iranienne, comme tu le savais. Alors, par ailleurs, évidemment, c'est vrai que quand on suit l'actualité de la région, à chaque fois qu'il prononce un mot, il y a des articles sur ce qu'il a dit et les messages qu'il a envoyés. On attend typiquement, vendredi dernier, on attendait le sermon de son représentant à Kerbala pour voilà. Donc, enfin, tout ça pour revenir au rapport de ces groupes miliciens à la nation et de manière plus générale à l'État-nation irakien. Typiquement la relation à l'État, on a souvent tendance à opposer ces milices à l'État, à dire que ce sont les milices contre l'État, comme les talibans afghans essaieraient de faire tomber le régime de Kaboul. En fait, ces milices, elles n'ont pas du tout intérêt à la chute de l'État, ne serait-ce que parce qu'elles ont elles-mêmes investi l'État. Alors, l'État irakien, on dit souvent qu'il a failli. Alors, moi, je veux bien. Il a failli au sens où ce n'est pas du tout une puissance, une institution de régulation du politique en Irak. C'est encore moins une puissance de redistribution des ressources, encore moins une institution de protection de la souveraineté irakienne. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il est absent. Il est très présent et la meilleure preuve, c'en est que ces milices font tout ce qu'elles peuvent pour intégrer ce champ politique irakien et y conforter leur présence, pour avoir accès à des postes ministériels, avoir accès à des fonctions de députés, avoir accès à la haute administration publique irakienne, parce que ces postes sont les relais pour capter les ressources de l'État irakien. Donc l'État irakien n'est pas failli, est peut-être failli, mais il n'est pas absent. Et je finirai là-dessus. Et donc, si vous me permettez ce mauvais jeu de mots, je crois que davantage que contre l'État, les milices sont tout contre l'État. Je pense que c'est comme ça qu'il vaut mieux les aborder. Asadikian, même question à propos de l'Iran, parce que c'est vrai que, surtout en Occident, en France, il y a eu souvent cette présentation des choses comme on aurait le camp des conservateurs, des rigoristes, et puis le camp des réformistes. En fait, ces divisions-là sont évidemment plus complexes et surtout plus brouillées. Là, on a vu récemment que quand sa survie est en jeu, toutes les élites du régime font bloc. Et pour complexifier la situation, là, je lisais dans la presse internationale que les critiques qui avaient été faites contre le gouvernement iranien dans la gestion de cet avion de ligne là, qui a été explosé par les militaires, il y avait des critiques qui venaient non seulement du camp dit réformiste, mais il y avait aussi des critiques qui venaient du camp des ultras, des conservateurs, peu importe comment on les appelle, contre le gouvernement. Donc c'est vrai que c'est des lignes qui s'entrecroisent. Tout à fait. D'ailleurs, il y a par exemple l'agence de presse très proche des gardiens de la Révolution qui a été aussi très critique, mais par rapport à la façon dont la crise a été gérée. Et je pense que tout le monde a raison, parce que tout le monde veut dire c'est pas de ma faute. A raison, c'est-à-dire dans le sens de pouvoir. Tout le monde veut dire si moi j'avais su, etc., j'aurais pu gérer autrement. Effectivement, mais en dernier ressort, qui est responsable de cette erreur? Les erreurs peuvent être commises, effectivement, comme l'a d'ailleurs précisé Justin Trudeau, le Premier ministre canadien. Il a beaucoup intervenu parce que un certain nombre des personnes qui étaient dans l'avion étaient irano-canadiens ou canadiennes. Effectivement, c'est des tensions. Les États-Unis ont aussi leur part parce que c'est aussi à cause de l'assassinat de Soleimani, la riposte iranienne, qu'ils étaient sur le qui-vive, les Iraniens, et donc ils ont pris l'avion ukrainien pour un avion militaire américain, etc. Du coup, ça fait 176 morts. Absolument, le résultat, c'est ça. Donc ça, à la rigueur, OK, il y a une erreur, mais la façon dont la crise a été gérée, c'est-à-dire très mal gérée, ils ont menti à la population. Et aussi, quelque chose qui n'avait pas été fait, c'est que, par exemple, le général Soleimani a eu droit à 3 jours de deuil national en Iran, alors que les 176 innocents tués par erreur de tir de missile n'ont eu droit à rien. Vous savez que leurs familles n'ont même pas encore été contactées par les autorités iraniennes, etc. Donc, c'est ça qui est à l'origine aussi de beaucoup de contestations et qui montre que finalement, il y a plusieurs factions, comme vous l'avez dit. Ils, quand même, s'unissent lorsque leur existence même est menacée. En revanche,
personne ne veut prendre la responsabilité des erreurs. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive, sauf que là, bon, il y a quand même 176 personnes tuées. Alors, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui même, le président Rouhani a fait une allocution là où il a demandé à la responsabilisation des autorités, à l'unité des Iraniens, parce que les Iraniens, à l'heure actuelle, sont vraiment désunis. Hein. Il n'y a pas d'unité. On constate qu'il y en a qui soutiennent le régime activement, qui aussi sont en train de manifester dans les rues contre les contestataires. Donc voilà, il y a une situation un peu chaotique. Trump a joué un rôle dans la création de cette situation de tension et de crise, vous le savez, parce que, comme ça a été dit, à partir de 2018, les États-Unis sont sortis de l'accord sur le nucléaire. Il faut le rappeler, qui a été signé par ce qu'on appelle la communauté internationale en juillet 2015. Et les Iraniens ont respecté à la lettre les termes de cet accord jusqu'à récemment, sans bénéficier des contreparties, c'est-à-dire des investissements étrangers, notamment européens en Iran. Et donc, ils sont dans une situation de crise économique très importante aussi, puisque c'est un pays rentier donc de pétrole et ils n'arrivent plus à vendre leur pétrole. Donc, les États-Unis jouent un rôle très important à travers ces sanctions dans les tensions et la crise actuelle. Très bien, je vous remercie tous les deux pour nous avoir permis de faire ce point-là sur cette actualité dans la région.